À la remise des diplômes de ma sœur, mes parents ont annoncé qu'ils me reniaient, mais ils ont commencé à crier quand j'ai dévoilé leur secret. Je m'appelle Selene. Et à la remise des diplômes de Harvard de ma sœur, mes parents se sont tenus devant tout le monde et m'ont renié publiquement. Sans avertissement, sans explication, juste un sourire pour elle et du silence pour moi. Ils ont omis mon nom des invitations, du programme, de la famille. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que j'avais déjà découvert leur secret. Héritage volé, documents falsifiés, une maison vendue dans mon dos. Et à la fin, ce ne sont pas eux qui m'ont exposé. C'est moi qui les ai exposés. Avant de plonger dans l'histoire, d'où écoutez-vous? Et quelle heure est-il pour vous en ce moment? Laissez un commentaire ci-dessous, je les lis tous. Je suis arrivée tôt, non pas parce que j'étais excitée, juste parce que je voulais voir s'ils l'avaient fait, s'ils avaient vraiment l'audace de le rendre officiel. Le soleil battait déjà sur la cour de Harvard, tout fier et doré, comme s'il félicitait tout le monde sauf moi. Des étudiants en toge et en mortier bourdonnaient comme des abeilles autour des portes du campus. Les parents tenaient des roses, des sacs cadeaux, des programmes brillants. Je ne tenais rien, juste mon souffle. Quand j'ai repéré mes parents près des sièges réservés, j'ai ralenti ma marche. Ma mère, Astrea, portait un tailleur bleu pâle et son habituel sourire dur. Mon père, Everett, avait son blazer plié sur le bras, une main sur son téléphone, un pied tapant impatiemment l'herbe. Calista se tenait entre eux, rayonnante dans sa robe, son écharpe et ses cordons d'honneur superposés. La parfaite enfant modèle de Harvard. Ils ne m'ont pas remarqué tout de suite. Quand ils l'ont fait, les yeux de ma mère m'ont parcouru comme si j'étais quelqu'un qu'elle reconnaissait vaguement de son club de tennis. « Oh, Selene !» a-t-elle dit platement. « Tu es venue. »« J'ai reçu l'invitation, » ai-je répondu, ignorant le ton pincé dans sa voix. Elle a donné un rire sec. « Tu as dû voir une version transférée. Je n'étais pas sûre que la liste des RSVP aille aussi loin. » Mon père n'a pas parlé. Il a juste regardé sa montre. Calista a ouvert ses bras pour une brève étreinte, et je me suis penchée par habitude. « Tu es magnifique, » lui ai-je dit. « Merci, » a-t-elle dit, sa voix douce, presque en s'excusant. « Je suis contente que tu sois là. » Mais ses yeux se déplaçaient latéralement, observant notre mère, calculant toujours combien de chaleur elle était autorisée à montrer. J'ai examiné le plan des sièges affiché sur le chevalet en bois à côté de l'arche d'entrée. « La famille Caldwell » disait-il en caractères gras en dessous. Everett, Astrea, Calista Blair, plus 2 invités. J'ai cherché mon nom. Il n'y était pas. Quelqu'un m'a remis un badge. Blanc. Pas de blason familial. Pas de ruban. Juste le mot « invité » en Times New Roman. Je suis restée longtemps à regarder ce badge. J'avais aidé ma mère à concevoir le blason original il y a 20 ans. Nous avions passé 1 semaine sur la typographie. J'aurais dû partir. Ça aurait été la chose logique, respectueuse de soi-même à faire. Mais au lieu de cela, j'ai accroché le badge à mon blazer et j'ai marché vers la tente des sièges comme un fantôme se présentant à ses propres funérailles. La cérémonie a commencé ponctuellement à 11h03. Quelques orateurs sont venus et repartis. Professeurs, administrateurs. Je me suis assise seule dans la section extrême gauche à côté d'un vieil homme qui dormait et d'un tout petit griffonnant sur son programme. Puis Everett s'est levé et s'est approché du microphone. Il a ajusté sa cravate, s'est éclairci la gorge et a souri comme un sénateur sur le point de proposer un projet de loi. Aujourd'hui, a-t-il commencé, nous célébrons la brillance et le dévouement de notre fille aînée, Calista. Son parcours a été rien moins qu'extraordinaire. Applaudissements polis. Les appareils photo cliquaient. Calista a regardé vers le bas modestement, mais il a continué. Ce jour marque également un tournant pour notre famille, un changement nécessaire d'énergie, de valeur et d'orientation. Mon estomac a chuté. Nous avons pris une décision difficile. À partir de ce jour, nous ne nous étendrons plus à ceux qui ne s'alignent pas avec l'intégrité et la vision que nous défendons. Cela inclut notre fille cadette, Selene. Silence. Pas de hoquet. Pas de protestation. Juste une ondulation de tout gêné et de tissu bruissant. Je ne me suis pas levée. Je n'ai pas pleuré. Je me suis assise là avec mes mains sur mes genoux, soudainement très consciente de chaque terminaison nerveuse dans mon corps. Mes oreilles bourdonnaient. J'ai fixé le bord de la scène. Calista n'a pas dit un mot. Quelqu'un dans la rangée derrière moi a chuchoté. « Est-ce qu'il vient de dire ?» Une autre voix. « Qui fait ça lors d'une remise de diplôme ?» J'ai avalé, tourné légèrement mon visage loin de la scène et forcé ma mâchoire à rester immobile. Le discours a continué. Quelque chose à propos d'investissement, de racines futures et de mauvaises herbes. Je ne pouvais plus suivre les mots. Finalement, je me suis levée et j'ai quitté tranquillement la tente. Pas pressée, pas secouée. Juste méthodique, comme si c'était déjà arrivé auparavant.
Plus tard, à la réception, j'ai essayé de trouver ma place. Il y avait une table étiquetée « Caldwell et invité ». Je m'en suis approchée, scannant les cartes de nom. Rien. Le nom de Calista était là, ainsi que celui de notre tante Myriam, même sa colocataire d'université. Mais pas le mien. Une fille que je n'avais pas vue depuis le collège a levé les yeux de la table d'à côté et a cligné des yeux. « Oh, salut! Je pensais que tu ne venais pas. » Ta mère a dit à tout le monde que c'était une célébration familiale fermée. Elle a dit quelque chose pour garder le focus clair. Elle a souri maladroitement, comme si cela ne sonnait peut-être pas aussi cruel. Sur la table se trouvait une carte ivoire pliée. Je l'ai ouverte. On pouvait y lire « Félicitations à notre unique fille, Calista. Avec tout notre amour, maman et papa. » C'était le moment. Quelque chose en moi a fait un déclic. Pas cassé, pas brisé, juste incliné. Une femme en robe fleurie est passée, m'a regardée et a dit « Vous devez être avec l'équipe de restauration. Vous ne portez pas l'épingle de la famille. » J'ai regardé mon badge. Invité. Pas de nom, pas de titre. Dans ma tête, je me suis entendu dire « Même pas une étiquette nominative, juste un badge fantôme. C'est ce que je suis pour eux maintenant. » Alors j'ai souri, n'ai rien dit, pris un verre de Prosecco sur un plateau et commencé à marcher vers la sortie arrière de la tente. Je ne suis pas rentrée directement chez moi après la réception. J'ai marché au-delà des cafés bourdonnants de déjeuner de remise de diplôme, au-delà des familles riant sur le trottoir, au-delà d'une petite fille tenant un ballon qui disait « Harvard Strong ». Ce n'est que lorsque le soleil a plongé derrière l'horizon de briques rouges que j'ai finalement pris le train et laissé la ville me ramener à mon petit appartement à Somerville. J'ai grimpé lentement les escaliers, enlevé mes chaussures près de la porte et suis restée immobile un moment. Le silence dans mon lieu était familier, comme un pull usé que je n'avais jamais eu le courage de jeter. J'ai jeté le programme de remise des diplômes sur le comptoir de la cuisine, mais il n'a pas atterri comme je m'y attendais. Ces pages ont flotté ouvertes et mes yeux sont tombés sur une photo de la cérémonie. Mes parents avec Calista, tous trois souriants. La légende disait « Moment de fierté pour la famille Caldwell ». Aucune trace de moi. Plus tard dans la nuit, je me suis assise en tailleur sur le tapis du salon, un vieux yearbook étalé sur mes genoux. C'était de la remise des diplômes du lycée de Calista, il y a 10 ans. Ma mère m'avait dit une fois de ne pas me donner la peine de me présenter ce jour-là non plus. « Ce n'est pas ton moment », avait-elle dit. La page avec l'hommage familial a attiré mon attention. Une de ces publicités personnalisées que les gens achètent à l'arrière du livre. À la fille qui n'a jamais abandonné. Nous sommes si fiers de toi, Calista. Une seule photo. Mes parents et Calista debout sur notre porche avant au printemps. Je me souvenais de cette photo. J'y étais aussi. Je m'étais tenue juste à côté d'elle à cet endroit précis, portant une robe que maman avait choisie. Je m'en souvenais parce qu'elle m'avait crié dessus pour avoir eu un pli au niveau de la taille. Mais dans cette version, j'avais disparu, soigneusement recadré. J'ai touché le bord de la page et fixé jusqu'à ce que ma vision se brouille. Il ne m'avait pas oublié. Il m'avait effacé. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec la lumière du soleil et le cou raide. Je m'étais endormie sur le sol, recroquevillée avec un oreiller, et ce yearbook à côté de moi, comme une sorte de journal hanté. Je me suis levée et me suis préparée pour travailler à l'organisation à but non lucratif où je m'occupais des relations avec les donateurs. Personne n'a mentionné ce qui s'était passé. Bien sûr que non. Pourquoi l'aurait-il fait? Les Caldwell avaient toujours bien maintenu leur image et je ne parlais jamais d'eux. Pas vraiment. Vers 10 heures, alors que je me versais ma deuxième tasse de café, l'une des jeunes analystes, Rachel, est entrée nonchalamment et a dit « Hé, j'ai vu quelques photos sur les réseaux sociaux hier soir. La remise des diplômes de ta sœur avait l'air incroyable. Cette robe rouge, magnifique. » Je me suis tournée, stabilisant ma main pour ne pas renverser la tasse. « Elle a toujours l'air parfaite. » ai-je répondu, puis j'ai ajouté avec un petit sourire. J'y étais, juste dans l'ombre comme toujours. Rachel n'a pas saisi le ton dans ma voix. Elle a ri. « Tu es mystérieuse comme ça? » Mystérieuse? C'est un mot pour le dire. Je me suis dirigée vers mon bureau, passant devant un collègue dont je savais qu'il avait déjà joué au golf avec mon père. Il a poliment hoché la tête mais n'a pas demandé comment j'allais. Une autre femme pour qui j'avais gardé des enfants a détourné le regard quand je suis passée, faisant semblant de fouiller dans son sac. Il n'était pas méchant, juste en train de choisir de ne pas voir. Je me suis assise, j'ai ouvert ma boîte de réception et j'ai fixé l'écran tandis que mon reflet flottait faiblement dans la vitre. Quel genre de famille t'invite juste pour te renier publiquement? Cette ligne résonnait dans ma tête comme un refrain que je ne pouvais pas arrêter de fredonner. Pire encore, quel genre de fille se présente encore?
espérant que ce pourrait être différent. Je détestais à quel point je voulais qu'il change d'avis, à quel point je m'étais accrochée à l'idée que peut-être, juste peut-être, ils étaient encore ma famille. J'ai jeté un coup d'œil à la pile de papier dans mon tiroir. De vieilles cartes d'anniversaire adressées à nos filles, des bulletins familiaux où mon nom était serré dans un coin comme une note de bas de page. Une année, ils ont envoyé une carte de vacances au donateur qui ne présentait que la photo de Calista. Ils ont dit que c'était un choix de marque. Ce n'a jamais été un seul moment. C'était des milliers de moments. De petites coupures que j'avais ignorées jusqu'à maintenant. Parce que la nuit dernière, quand j'ai pris mon sac et que je me suis faufilée par l'arrière de la tente de réception, je ne suis pas partie les mains vides. J'ai pris l'enveloppe, celle en ivoire avec des lettres en feuilles d'or et le message manuscrit à l'intérieur pour notre unique fille, Calista. Je l'ai glissée dans mon sac sans scier. Parce que les fantômes ne renversent pas les choses, ils retirent simplement des choses sans être remarqués, et une fois rentrée chez moi, je l'ai placée dans une boîte à chaussures sous mon lit, à côté d'une collection croissante d'objets qu'ils n'avaient jamais eu l'intention que je garde. Cette nuit-là, je n'ai pas pleuré. Je suis devenue silencieuse. Et puis j'ai commencé à creuser. La pluie a commencé juste après minuit, silencieuse au début, tapant doucement contre la fenêtre de la cuisine, comme quelqu'un de trop poli pour frapper. Je me suis assise là avec une couverture sur les épaules et mon ordinateur portable ouvert devant moi, projetant une pâle lumière bleue à travers la pièce. Je n'avais pas bougé depuis des heures. J'avais décidé d'arrêter de pleurer, et donc je ne l'ai pas fait. J'ai cliqué à travers des dossiers que je n'avais pas ouverts depuis des années. Il y avait encore un lecteur partagé lié à mon email personnel, vestige de quand je faisais de la comptabilité à temps partiel pour la fondation familiale. Il n'avait jamais révoqué l'accès. C'est moi qui l'avais configuré. Typique d'eux, vraiment. Ils aiment effacer les gens avec des mots, pas avec la technologie. J'ai parcouru des documents sans but au début. De vieux fichiers fiscaux, des reçus de dons, des notes de réunion du conseil. Mais ensuite, quelque chose s'est signalé dans mon cerveau. Un dossier intitulé Holding Subdated. À l'intérieur, un fichier PDF, Transfer Authorization, propriété Seaside Final. J'ai cliqué, et c'était là. Mon nom. Mon nom légal complet, tapé au-dessus d'une signature qui ressemblait presque à la mienne, mais pas tout à fait. Le S était plus plat, la boucle sur le L trop large. C'était une mauvaise copie, et elle avait été notariée. J'ai fixé le nom du notaire public dans la marge. Savannah Caldwell. Ma cousine, bien sûr. J'ai pris un fichier de mon tiroir, un ancien contrat de bail avec ma vraie signature dessus, et j'ai comparé les deux côte à côte. Pas de correspondance, pas même proche. C'est alors que ça m'a frappé. Ce qu'ils avaient fait n'était pas seulement une trahison. C'était criminel. Ils ne m'avaient pas seulement exclu d'un discours. Ils avaient falsifié ma signature pour me dépouiller de la propriété de la seule chose que papa m'avait jamais donnée dans son testament. Une participation dans la maison de plage à Cape Elizabeth, l'endroit où j'avais aidé à repeindre les rambardes du porche pendant l'université. L'endroit où ils avaient laissé Calista organiser son 30e anniversaire avec quelques amis proches, qui s'est transformé en un feu de joie pour 50. J'ai fermé l'ordinateur portable lentement, comme si je scellais un cercueil. Je n'ai pas pu dormir après ça. Vers 3 heures, j'ai pris le téléphone et j'ai appelé la seule personne dans ma famille qui m'ait jamais traitée comme si j'avais une voix. Tante Mavis. Il y a eu une pause, puis sa voix rauque familière. « Célène, chérie, ça va? » Pas vraiment. Ma voix s'est brisée sur les mots. J'ai trouvé un transfert de propriété avec mon nom, mais ce n'est pas ma signature. Un autre long silence. « Oh, Célène, a-t-elle chuchoté. Tu l'as vu? N'est-ce pas? Tu l'as vu? Ai-je demandé. Je ne savais pas quoi faire, a-t-elle avoué. Ta mère m'a dit que c'était juste de la paperasse, qu'ils nettoyèrent les livres pour la saison fiscale. Je me suis adossée au mur de la cuisine, glissant jusqu'au sol. Tu savais qu'ils retiraient mon nom de l'acte. Je pensais que c'était peut-être une erreur ou quelque chose comme ça. Ils te le diraient plus tard. Je suis désolée. J'aurais dû dire quelque chose. Sa voix a vacillé, une vieille culpabilité remontant à la surface. Tu sais comment est ta mère? Et ton père, il suit juste. Cette phrase est restée en suspens dans l'air comme de la fumée. Tu sais comment est ta mère, comme si elle était une tempête que tu ne pouvais pas arrêter. Seulement pour laquelle tu pouvais te préparer. Je suis fatiguée de faire des excuses pour eux, tante Mavis. Je sais, ma chérie. Sa voix s'est brisée à nouveau. Je sais. Nous sommes restées assises en silence pendant un moment, juste à respirer, juste à écouter la pluie. À l'aube, les bords de ma résolution s'étaient durcis. J'ai préparé du café et me suis assise à ma table à manger avec des blocs juridiques,
des surligneurs et le vieux portable que je n'avais pas touché depuis des mois. Il ne s'agissait pas seulement d'une maison. Il ne s'agissait pas d'être recadré hors d'une image. C'était le modèle. La façon dont chaque fois que quelque chose comptait, quelque chose de réel, il trouvait un moyen de me désinviter de l'annonce du yearbook, des vacances familiales, de la maison dans laquelle je m'étais peinte moi-même. Mais maintenant, ils allaient en se souvenir exactement de qui j'étais. Non pas parce que je demanderais encore une place à leur table, mais parce que je serais celle qui renverserait la table. Au milieu de la matinée, les nuages dehors avaient commencé à s'éclaircir, mais la lourdeur dans ma poitrine ne faisait que s'approfondir. Je n'avais pas dormi, j'avais juste travaillé toute la nuit, faisant des références croisées, vérifiant les numéros des actes, parcourant les registres de propriété locale comme une femme possédée. Un doux bourdonnement de mon radiateur remplissait le silence, alors que je fixais l'écran, mon café froid à côté de moi. C'était là. Bar Arbor, ME Parcelle, ID 00I76046. La maison de vacances familiale. Celle au bardeau de cèdre avec les chaises à bascule sur le porche. Celle que ma grand-mère avait laissée au Trust familial Caldwell. Statut, vendu. Arlo Holdings, LLC. J'ai cliqué sur le nom. Arlo Holdings, ils n'ont même pas essayé de le cacher. L'agent enregistré était un avocat d'affaires basé à Boston, le même dont Calista avait parlé sur LinkedIn 6 semaines auparavant. Il ne l'avait pas transféré. Il l'avait vendu sans me le dire. Sans le dire à personne. Il n'y avait pas eu de communiqué de presse, pas d'email familial, pas de discussion à table. Non. Juste une silencieuse excision chirurgicale. Comme si je n'étais pas du tout une bénéficiaire. Comme si je n'avais pas passé des étés là-bas à peindre des volets, à poncer la rampe, à rincer le sel de mer de mes genoux pendant que papa grillait du saumon sur la terrasse arrière. Mais maintenant, elle finançait la firme boutique de Calista. Le slogan sur son site web disait même « Investissement axé sur l'héritage inspiré par les valeurs familiales ». Ma grand-mère aurait été horrifiée. J'ai fermé le navigateur. Mes mains tremblaient, mais pas de peur. C'était une violation. C'est le mot. Ce n'était plus du chagrin. C'était quelque chose de plus tranchant, plus froid. J'avais besoin d'air. J'ai enfilé un manteau et j'ai marché jusqu'à la librairie à 3 pâtés de maison, espérant que le rythme du mouvement ralentirait mes pensées. Je n'étais pas là pour faire des achats. Juste pour penser. Sans regarder un écran brillant. Mais le destin avait d'autres plans. Juste au moment où je tournais le coin près du rayon d'auto-assistance, j'ai entendu sa voix. Célène. Je me suis retournée. Madame Henderson, une vieille amie de ma mère connue pour ses potlucks et son agression passive, tenait un livre intitulé « Vieillir avec grâce par la foi ». Elle a souri comme si elle ne savait pas que ses dents étaient des couteaux. « Chérie, j'ai entendu dire que Calista se débrouillait si bien. Ta mère dit qu'elle se développe dans l'immobilier de luxe? N'est-ce pas merveilleux? » J'ai forcé un hochement de tête poli. « Oui? Curieux? Je pensais que cette maison était encore à nous. » Le changement dans son expression était microscopique. Un éclair de reconnaissance, le genre que les gens ont quand ils réalisent qu'ils en ont trop dit. « Oh, je veux dire, je ne connais pas tous les détails. Tu sais comment sont les parents? Toujours en train de faire des mouvements sans leurs enfants? » J'ai demandé, les yeux fixes. Elle n'a pas répondu, elle a juste souri à nouveau, ce même sourire que j'avais vu à chaque dîner de fête, celui qui disait « Ne fais pas de scène, ma chérie. » Je suis sortie du magasin sans un mot de plus. Au moment où je suis rentrée chez moi, mon téléphone a vibré avec un message d'une ancienne colocataire de l'université, quelqu'un qui n'avait aucune idée de ce qui se passait. J'ai entendu dire que tes parents avaient vendu la maison d'été. Calista Carton. Jalouse de sa vie en ce moment. Jalouse? Ce mot est resté sur ma langue comme du vinaigre. Les gens l'enviaient parce qu'ils ne connaissaient pas le coup de son éclat, le silence de tous ceux qu'elle avait piétinés pour y arriver. Il ne s'agissait pas seulement d'affaires. C'était un abandon de 1000 façons silencieuses et bien habillées. C'était des photos de famille d'où tu avais été effacé numériquement. C'était un héritage où ton nom ne résonne nulle part. Alors j'ai fait la seule chose qui avait du sens. J'ai changé de vêtements, imprimé les documents de l'acte et fait mon sac. Parce que certaines réponses ne se trouvent pas en ligne. Certaines sont derrière des portes de bureaux givrées et des sourires de réceptionnistes. Et je savais exactement par où commencer. Je me suis garée de l'autre côté de la rue du bureau de ma mère et j'ai fixé les vitres teintées de la Fondation Caldwell comme si c'était des yeux qui me regardaient en retour. La dernière fois que je m'étais tenue ici, j'avais 16 ans et je tenais une version imprimée de mon essai de bourse. Maman m'avait dit d'entrer discrètement, de ne pas l'embarrasser devant le conseil. Je me souvenais de la robe que je portais, bleu marine, trop serrée aux épaules parce que nous ne pouvions pas en acheter une autre.
Elle avait dit que si je souriais et restais immobile, peut-être qu'il me considérerait pour le programme d'été. Je suis restée immobile. J'ai souri. Ils ont choisi l'ami de Calista à la place. Maintenant, presque 15 ans plus tard, je n'étais pas là pour impressionner qui que ce soit. Je suis entrée sans appeler la fille de la réception. Nouvelle, peut-être. Une stagiaire m'a donné un sourire poli mais hésitant, le genre que l'on réserve aux personnes qui pourraient en faire une scène. Elle a demandé si j'avais rendez-vous. Je n'ai pas pris la peine de répondre. Mes talons tapaient régulièrement dans le couloir. Astrea Caldwell n'a pas bronché quand je suis entrée dans son bureau. Elle a levé les yeux de son écran, pas du tout surprise. « Alors, Selene ?» a-t-elle dit doucement, comme si nous venions de prendre le petit déjeuner la veille. « J'aimerais quelques minutes. » Elle a fait un geste vers le fauteuil en cuir face à son bureau. Je suis restée debout. Son bureau n'avait pas changé. Mêmes orchidées blanches, même plaque de prix, même gros titres encadrés. Mère, philanthrope, visionnaire. Tout parfaitement arrangé. Je m'attendais à moitié à ce qu'elle redresse le titre avant que nous parlions. « Je regrette que tu te sois sentie blessée », a-t-elle commencé, les mains jointes. Mais nous avons fait ce qui était le mieux pour l'image de la famille. C'était là, l'excuse qui n'en était pas une. « Tu ne regrettes pas la décision », ai-je répondu, ma voix ferme. « Tu regrettes comment ça a paru. » Elle a exhalé doucement par le nez, comme si j'étais dramatique. « Tu es toujours la bienvenue aux événements. » Juste en tant qu'invitée, pas comme un visage de l'héritage Caldwell. J'espère que tu comprends que c'est une question de cohésion, de simplicité. J'ai incliné la tête. Tu veux dire de contrôle? Ses lèvres ont tremblé. Nous ne pouvons pas avoir chaque branche poussant dans une direction différente. Les gens remarquent. J'espère qu'ils le font, ai-je dit, parce que je ne me plierai pas pour m'adapter à ta narration. Elle n'a pas répondu. Elle n'avait pas besoin de le faire. Je savais déjà où elle se tenait. Toujours derrière Calista, devant une caméra, à côté de papa quand ça avait du sens. Ce soir-là, j'ai assisté au gala auquel j'avais RSVP'd 6 mois plus tôt. Avant le reniement, avant l'effacement, quand je croyais encore avoir une place dans leur monde. Je portais une simple robe noire, rien de tapageur, mais l'étiquette avec mon nom épinglé à mon manteau disait « Selene Eyre ». Pas Caldwell, pas famille. La salle de bal bourdonnait de donateurs et d'anciens élèves bien habillés. Je restais sur les bords, scrutant les visages. Je ne m'attendais pas à de la chaleur, mais je n'étais pas préparée à quel point j'étais devenue invisible. Des bavardages flottaient autour de moi comme du parfum. À mi-chemin du dîner, un serveur a distribué du champagne. Mon père a levé son verre à notre unique fille, Calista, dont la brillance continue de guider cette famille vers l'avant. J'ai gelé sur place. Quelques têtes se sont tournées vers moi, puis rapidement ont détourné le regard. Ma main s'est resserrée autour du pied de mon verre. Même Calista a cligné des yeux, visiblement mal à l'aise. Mais elle ne l'a pas corrigé. Elle a juste souri et trinqué avec le donateur le plus proche. Peu importait si elle était d'accord. Le silence la servait tout aussi bien. Je n'ai pas levé mon verre. Je n'ai pas parlé. Mais quelque chose s'est brisé profondément à l'intérieur. Net et définitif. Ce n'était pas un malentendu. C'était un exil, poli et emballé cadeau. Je suis partie tranquillement avant le dessert. Personne ne m'a arrêté. Personne ne l'a même remarqué. J'ai marché 2 pâtés de maison avant d'appeler un véhicule de covoiturage. Alors que j'étais assise à l'arrière, les lumières de la ville défilaient, floues. J'ai rejoué chaque mot, chaque regard. La douce réprimande de ma mère, le toast de mon père, la façon dont Calista se tenait. Juste assez proche pour être admirée, juste assez loin pour rester propre. Et j'ai su que je n'allais pas attendre des excuses ou une explication. Ils avaient construit leur héritage sans moi. C'était maintenant à mon tour. Je n'ai pas perdu de temps à dormir. Dès que le soleil a percé à travers les lattes de mes stores, j'étais déjà à mon îlot de cuisine, l'écran de mon ordinateur portable clignotant avec des documents juridiques, des registres financiers et une tasse de café à moitié vide, suintant sur un sous-verre. Tout ce dont j'avais besoin était ici. Pas émotionnellement, mais légalement. J'avais passé la nuit à examiner des contrats que je n'étais jamais censée voir, grâce à un dossier partagé dans le cloud dont ils avaient oublié de révoquer mon accès. J'ai fait des recoupements de fils d'email, comparé des signatures, extrait des métadonnées de PDF. La piste n'était pas évidente, mais elle était là. Une transaction immobilière qui a réacheminé un fonds de fiducie, des versements qui m'ont discrètement contourné. Une note de marketing listant l'image de la famille avec seulement le nom et le visage de Calista. J'ai glissé les fichiers imprimés dans une enveloppe de velours, bordeaux foncé avec une garniture dorée. Ma mère me l'avait donné quand j'avais 12 ans, rempli de papeterie et scellé avec une note. Écrit toujours avec grâce. Maintenant,
Elle porterait ma première vraie réponse. À 10 heures, je me tenais devant le bureau de l'avocat de longue date de mes parents, Warren Bell. La dernière fois que je l'avais vu, c'était aux funérailles de ma grand-mère. Il m'a salué comme quelqu'un qui ne sait pas s'il doit faire un câlin ou appeler la sécurité. « J'ai besoin de 2 minutes », ai-je dit sèchement. Warren a pris l'enveloppe avec précaution. Je pouvais le voir scanner l'étiquette. Tapée, pas manuscrite, avant de lever les yeux. Je vais devoir examiner cela. Il y a une déclaration sous serment notariée, une contestation de fiducie et un lien numérique avec des enregistrements vocaux. Les instructions sont à l'intérieur. Cela s'accompagne d'attente? A-t-il demandé? Non, ai-je dit. Cela s'accompagne de conséquences. Je n'ai pas attendu qu'il réponde. De retour dans l'ascenseur, mon reflet me fixait dans le chrome. J'avais l'air de quelqu'un qui n'avait pas dormi, mais je me sentais plus éveillée que depuis des années. Les enregistrements vocaux avaient pris des mois à rassembler. Des moments silencieux et patients. Couloir de salle de conseil, trajet en voiture, réunion de donateurs maladroites. Ils n'ont jamais pensé que j'écoutais encore. Ils ont supposé qu'ils m'avaient usé, effacé par attrition. Un clip passait dans ma tête à nouveau, clair comme le jour. Maman lors d'un déjeuner de charité. Briefing préalable. Nous utilisons uniquement le visage de Calista. Selene ne correspond pas à l'image que nous vendons. Puis, papa qui ricane. Elle lisait tout avant. Eh bien, je lisais toujours. De retour à la maison, je me suis enfin assise. Pas à la table, sur le sol. J'ai fixé la vieille photo de famille, toujours encadrée près de ma bibliothèque. Elle datait d'avant la remise des diplômes du lycée de Calista, avant les modifications. Je l'avais gardée, sachant qu'un jour, ils prétendraient qu'elle n'existait pas. C'était étrange de ne pas ressentir de colère. Pas à ce moment. Non pas parce que je leur avais pardonné, mais parce que j'avais fait mon mouvement. Je n'ai pas envoyé l'enveloppe avec malice. Je l'ai envoyée comme on envoie un reçu. Juste une preuve de transaction. Preuve que j'existais. Que j'ai vu ce qu'ils ont fait. Que je savais. J'ai appelé mon avocat ce soir-là. Je ne veux pas de vengeance, lui ai-je dit. Mais je ne laisserai pas utiliser mon silence comme consentement. S'ils vont m'effacer, je veux que le dossier montre qui tenait la plume. Il est resté silencieux un instant, puis a dit « Alors ça commence maintenant. » Le lendemain matin, j'ai ouvert mon ordinateur portable pour vérifier les nouvelles, juste par habitude. Mais avant même d'avoir eu la chance d'envoyer quoi que ce soit, ma boîte de réception explosait déjà. Je n'avais même pas encore fait de café quand les messages ont commencé à arriver. 4 appels manqués, 2 de numéros bloqués, 1 d'un journaliste à décès. Je les ai tous ignorés. À la place, j'ai tapé sur l'écran et ouvert mon navigateur. Première page. C'était là, plaçardé sur la page d'accueil d'un site de surveillance d'organismes à but non lucratif national. Charité de luxe. Des sources anonymes. Remettent en question l'intégrité à la Fondation Caldwell. Ma gorge s'est serrée avant même que je ne lise le sous-titre. C'était réel. L'article ne me nommait pas, mais il n'avait pas besoin de le faire. Il faisait référence à des documents du Conseil, des mémos internes et des citations directes d'emails que je connaissais intimement parce que je les avais imprimés, lus, pleurés dessus. Le public ne savait pas que c'était moi qui les avais trouvés, mais la Fondation le saurait certainement. Ils s'étaient toujours vantés de contrôler leur propre récit. Maintenant, l'histoire avait glissé entre leurs doigts. Et pour une fois, je n'étais pas celle laissée de côté. L'histoire s'est déplacée rapidement. Au déjeuner, des donateurs faisaient des sorties discrètes. 2 événements de gala ont été reportés indéfiniment. Les commentaires affluaient. Le népotisme à son meilleur. Où est allé l'argent? C'est ce qui arrive quand on efface des gens pour l'image. Et je n'avais toujours pas dit un mot. J'ai fait défiler jusqu'à une section intitulée « Anciens intervenants réduits au silence ». Et j'ai vu une capture d'écran d'une chaîne d'email d'il y a 3 ans. Mon nom n'était pas dans le message, mais il faisait référence à la plus jeune Caldwell et ses complications inutiles lors de l'examen des décisions du Conseil. Je pouvais presque entendre le ton de ma mère entre les lignes. Et puis est venu le coup de grâce. Quelqu'un avait divulgué l'audio. Ce n'était pas la bibliothèque complète d'enregistrements que j'avais soumise à notre avocat. Juste un. Celui où Astrea, dans une salle pleine de donateurs, disait « Nous n'utilisons que le visage de Calista dans le marketing. » L'autre ne photographie pas bien avec notre récit, suivi par la voix de mon père. Nous devons faire attention à ce que Selene trouve. Elle lisait tout avant. Internet a fait ce qu'il fait toujours. Il a disséqué chaque syllabe. Et pour une fois, je ne me sentais pas honteuse. Je me sentais vue. Cet après-midi-là, j'ai quitté l'appartement pour m'éclaircir l'esprit à l'épicerie du coin. Le caissier m'a fait un sourire poli, mais n'a rien dit. Sur mon chemin de retour, je suis passée devant un arrêt de bus où quelqu'un parcourait l'article sur son téléphone.
Je ne me suis pas attardée. Quand je suis rentrée, il y avait un email en attente d'une firme de relations publiques, une que je reconnaissais des kits de presse de la Fondation. Nous préparons une déclaration unificatrice et aimerions inclure une citation de vous. La voix compte. Pas de ligne d'objet, pas de salutation personnelle. Juste une tentative vide de me ramener pour l'apparence. Je n'ai pas répondu. Ce soir-là, alors que la moitié de la famille se précipitait pour contrôler les dégâts, Astrea a annoncé un déjeuner d'unité familiale dans son club préféré de Beacon Hill. D'après ce que j'ai appris, 2 membres du conseil se sont présentés par obligation. Calista n'est jamais arrivée. Je pouvais presque entendre la voix de ma mère se brisant sous la grâce forcée. Nous nous concentrons sur la guérison et l'avancement. Nous perdons le contrôle et devons colmater le bateau avant qu'il ne coule. Mais c'était trop tard. Les donateurs posèrent des questions sur Bar Harbor, sur la fiducie, sur la signature falsifiée. Ils n'étaient pas en colère. Ils en avaient assez. À 22 heures, j'ai actualisé le site d'actualité à nouveau. Une nouvelle photo avait été ajoutée à l'article. Ma mère quittant le bâtiment de la Fondation dans son blazer sur mesure. Mais son épingle de revers, la broche de diplôme dorée qu'elle portait toujours, manquait. Ce petit symbole brillant que j'aurais autrefois donné n'importe quoi pour gagner. Maintenant, j'étais assise seule dans mon appartement, jambes croisées sur le canapé, ordinateur portable sur mes genoux. Les ombres étaient longues. L'air était immobile, et pour la première fois depuis des années, je me sentais légère. Je n'avais pas son épingle. J'avais quelque chose de mieux. La vérité. La salle d'audience n'était pas grandiose. Pas de boiseries ornées, pas d'éclairage dramatique comme dans les films. Juste des rangées de bancs fatigués, un bourdonnement fluorescent et l'odeur sèche de vieilles moquettes. Mais pour moi, cette pièce aurait tout aussi bien pu être un colisée. Philippe a ajusté sa cravate à côté de moi, tapotant le bord du dossier sur la table. En face de nous, ma mère était assise les bras croisés, expression illisible. Mon père regardait le sol, et Calista faisait défiler son téléphone comme s'il s'agissait d'un rendez-vous chez le dentiste. La juge, une femme dans la cinquantaine avec des yeux fatigués et un ton sans compromis, a appelé l'audience à l'ordre. J'avais déposé la pétition discrètement 2 semaines auparavant, sachant très bien qu'ils penseraient que c'était un bluff, une tactique d'intimidation. Ils avaient tort. Philippe s'est levé. « Votre honneur, nous demandons que les pièces A à E soient admises au dossier d'audience. » Personne n'a objecté. Il a continué, sa voix ferme. Inclus dans ces pièces se trouvent des registres financiers concernant la propriété de Bar Harbor, des preuves notariées de fraude de signature et des enregistrements pertinents pour le comportement d'exclusion entourant les décisions de fiducie de la Fondation Caldwell. Un bruissement a traversé la salle d'audience, mais ce n'est pas avant la pièce D, le testament de grand-mère Élise, que le silence s'est fracturé. « La Cour notera », a dit Philippe, plaçant une copie certifiée sur le banc du juge. Cette version est antérieure à celle actuellement utilisée. Elle nomme Selene Caldwell comme bénéficiaire principale de la propriété de Bar Harbor et de tout héritage futur de la fiducie Caldwell. La main de Calista s'est figée en plein défilement. La tête de ma mère s'est brusquement tournée vers moi. La voix de mon père est sortie mince et tremblante. Cette version n'était jamais censée être... La juge a levé une main. A-t-elle été notariée et dûment attestée? Philippe n'a pas manqué un battement. Oui, madame. Par la même équipe juridique qui s'est occupée de la division initiale de la succession. Ils ont été remplacés peu après le dépôt de ce document. Everett a essayé à nouveau. Mais nous n'avons jamais voulu que ce soit le final. La juge l'a coupé. Les intentions ne sont pas la loi, monsieur Caldwell. Les documents le sont. Calista s'est penchée vers notre mère, chuchotant furieusement. Ma mère n'a pas répondu. Son visage était devenu rigide, mais il y avait une lueur dans son œil. De la panique, peut-être, ou pire, de la reconnaissance. Elle avait su que ce moment pourrait venir. Je ne l'ai pas regardé. J'ai regardé devant moi. Philippe a continué à jouer l'enregistrement de la réunion de préparation des donateurs. Nous n'utilisons que le visage de Calista dans le marketing. L'autre ne photographie pas bien avec notre récit. La voix de ma mère a résonné à travers les haut-parleurs, puis celle de mon père. Nous devons faire attention à ce que Selene trouve. Elle lisait tout avant. La salle était si silencieuse que je pouvais entendre quelqu'un laisser tomber un stylo 2 rangées derrière moi. Astrea s'est levée, presque en sifflant. « Fille ingrate, tu as attendu tout ce temps juste pour nous détruire. » Je me suis aussi levée. Ma voix calme. J'ai attendu pour ne pas me détruire dans le processus. Personne n'a bougé pendant 5 secondes complètes. Puis la juge s'est éclaircie la gorge et a statué. La propriété de Bar Harbor reviendra à mademoiselle Selene Caldwell.
Les distributions de la fiducie Caldwell seront gelées en attendant un audit supplémentaire. À la lumière des preuves présentées, les déclarations fiscales de la Fondation sont par la présente référées au procureur général de l'État pour examen. Calista s'est précipité vers la porte sans un mot. Mon père est resté à sa place, pâle, silencieux. Ma mère a essayé de retrouver sa contenance. Mais son visage l'a trahi. La femme qui avait construit un monde sur la perception venait de le voir se défaire dans les registres publics. Philippe s'est rassis à côté de moi et a chuchoté « Tu vas bien ?» Je n'ai pas répondu tout de suite. Au lieu de cela, j'ai regardé le revers de mon manteau. L'épingle que je voulais autrefois, celle que ma mère portait toujours à ces galas, n'y était pas, mais je n'en avais pas besoin. Les mots finaux de la juge résonnaient encore dans mes oreilles. Mademoiselle Caldwell, l'héritière légitime. Ils ont gardé l'épingle, j'ai gardé le nom. 6 mois plus tard, je me tenais pieds nus au centre d'une pièce ensoleillée qui n'existait pas la dernière fois que mes parents ont prononcé mon nom. C'était un espace modeste, rénové à partir de ce qui était autrefois une ancienne bibliothèque municipale, juste à l'extérieur de Providence. J'avais aidé à financer sa transformation en un centre d'alphabétisation et d'art pour adolescents placés en famille d'accueil, des jeunes qui, comme moi, s'étaient un jour sentis invisibles dans des pièces où leur présence était soit ignorée, soit effacée. L'événement ce jour-là n'était pas grandiose. Pas de tapis rouge, pas de flash, juste des chaises pliantes dépareillées, une table de petits gâteaux et des enfants feuilletant des cahiers de croquis qu'ils avaient remplis eux-mêmes. Mais c'était à moi, chaque parcelle. Et plus important encore, c'était à eux aussi. La plaque montée à l'entrée était l'une des rares choses sur lesquelles j'avais insisté pour rester formelle. Elle disait « À la mémoire d'Élise Caldwell pour les petites filles qu'ils ont effacées et celles qui ont refusé de rester effacées. » Je me suis surprise à tracer du doigt les lettres gravées. Je n'avais pas visité sa tombe depuis le jugement, non pas parce que j'étais en colère, mais parce que je savais qu'elle aurait préféré cet héritage tranquille vécu à haute voix. Je n'étais pas retournée à la fondation familiale, pas une fois que le tribunal m'avait accordé la garde légale complète de la propriété de Bar Harbor et de ses fonds d'héritage. J'aurais pu la vendre ou même la brûler jusqu'au sol juste pour repartir à zéro. Mais j'ai choisi une voie différente. Je l'ai rénovée et transformée en une retraite d'écrivain pour femmes issues de familles d'accueil. Les 2 premières résidentes ont emménagé le mois dernier. J'ai fait don d'une partie de la fiducie au nom de grand-mère Élise. Pas de communiqué de presse, pas de coupure de ruban, juste un virement silencieux et une note manuscrite au directeur. Assurez-vous que cela aille à ceux qui ont été laissés hors des photos. Mes parents n'ont jamais tendu la main. Pas une seule fois. Astrea et Everett sont restés silencieux, enfouis dans des couches d'audits fiscaux et de reconstruction de conseils. J'ai lu dans un bulletin local que la Fondation avait temporairement suspendu ses opérations. C'est le plus que j'en ai entendu. Calista, cependant, m'a surprise. L'enveloppe est arrivée un mardi. Pas d'adresse de retour. Juste mon nom dans son écriture. Inclinée et nette, toujours la même. À l'intérieur se trouvait une seule page. Pas d'excuses fleuries, juste 10 mots. Tu avais raison. Je suis désolée qu'il ait fallu ça pour le voir. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. J'ai placé la lettre dans une petite boîte verrouillée à côté de la vieille épingle de diplôme que je croyais autrefois me faire sentir comme faisant partie de quelque chose. Ni l'un ni l'autre n'avaient le poids qu'ils avaient autrefois, mais je les ai gardés quand même. Pas comme des rappels de ce que j'avais perdu, mais de ce que j'avais appris. Je ne désirais plus leur table, j'avais la mienne. Et ces jours-ci, je choisissais qui s'asseyait avec moi. Un petit garçon avec un sourire aux dents écartées a interrompu mes pensées. Il tenait un petit travail manuel en papier, un ruban plié collé avec des lignes inégales. Et de l'amour. « C'est pour toi », a-t-il dit. « Parce que tu es venu ?» Je me suis agenouillée à son niveau. « Tu as fait ça ?» Il a hoché la tête. « C'est un badge, comme ceux que les adultes portent quand ils sont importants. » J'ai souri, les larmes menaçant de couler, mais je suis restée ferme. « Eh bien, merci. Je pense que celui-ci pourrait être le meilleur que j'ai jamais eu. » Je l'ai épinglé sur mon revers juste au-dessus de l'endroit où se trouvait autrefois l'ancien écusson Caldwell, celui que je portais le jour où ils m'ont renié. Celui-ci était meilleur, plus doux, gagné. Les enfants ont repris leur lecture de poésie et je me suis assise dans la dernière rangée, pas pour être vue, pas pour prouver quelque chose, juste pour être là pour écouter, pour appartenir selon mes propres termes. Le pardon, j'avais appris, n'est pas de prétendre que rien de tout cela n'a fait mal. Ce n'est même pas de libérer les gens. C'est de se libérer soi-même de l'espoir sans fin et épuisant qu'un jour ils comprendront enfin. Certaines blessures ne sont pas cousues par des mots. Certaines cessent simplement de saigner quand on arrête de les piquer. Et pour la première fois depuis très
Très longtemps, le silence autour de moi ne faisait pas mal. Il me soutenait. Il faisait de la place. Et je l'ai choisi. Parfois, les blessures les plus profondes viennent des personnes qui auraient dû te protéger. Mais guérir ne signifie pas revenir en arrière. Cela signifie avancer selon tes propres termes. As-tu déjà fait face à un moment comme celui-ci où partir était la chose la plus puissante que tu pouvais faire? Partage ton histoire dans les commentaires. Je lis chacun d'eux. Et si tu veux plus de drames familiaux réels et puissants, n'oublie pas de t'abonner. D'autres histoires comme celle-ci arrivent de bientôt.